Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique qui sera consacrée au film Joker. Alors c'est mon retour depuis un bon paquet de temps. En tout cas voilà, j'ai pris des notes, beaucoup de notes, parce que c'est un film où on peut piocher justement un nombre incalculable d'informations, tant tout ce qui apparaît à l'image donne envie d'y poser une réflexion. Donc voilà, je vais vous en parler avec mes notes, à la cool. Et donc déjà, qu'est-ce qu'il est possible de dire sur Joker? Pour le présenter, c'est un film qui ne se présente plus, tout simplement. Il a eu une campagne, on va dire, marketing assez virale sur les réseaux sociaux, et il a connu une campagne de promotion assez classique, mais le fait que tous les critiques, tous les organismes de presse disent de manière unanime que c'est un chef-d'œuvre, ça montre que voilà, c'est un film qui n'a pas besoin d'être présenté. C'est le film sur le méchant mythique de DC Comics, qui a eu un carton monumental à la 76e Mostra de Venise. On ne présente plus non plus son acteur principal, Joaquin Phoenix, qui est un acteur qui est habitué vraiment aux petites productions de films d'auteur. Donc voilà, hein, que dire de plus? Le film vraiment était porté par une interrogation toute simple. Est-ce que ça portait vraiment le costume de stand-alone movie qui était vanté par Todd Phillips, ou ça tissait un lien vraiment avec les aventures de Bruce Wayne? C'est-à-dire, Joker ne voulait pas être lié à un univers étendu, mais est-ce qu'au final, on nous l'a fait un petit peu à l'envers? Mais surtout, est-ce que c'est vraiment le chef-d'œuvre qui était annoncé par tous? Eh ben, le mot qu'on peut en tirer de cette fresque qui est assez sombre et mature, c'est vraiment le mot impressionnant. Impressionnant puisque déjà, en guise de premier argument, on a vraiment d'impressionnantes ruptures de tonalité au sein du film. On pense que l'évolution du personnage, elle approche vraiment un versant positif quand il est confronté à des difficultés, mais en fait non, on ne respecte vraiment pas l'évolution d'un personnage tel qu'on peut l'attendre. C'est-à-dire que le personnage d'Arthur Fleck n'apprend pas de ses erreurs pour évoluer, mais grâce au montage de Todd Phillips et de Scott Silver, ça nous laisse penser le contraire et ça nous induit en erreur sur toute la ligne via un mini twist qui est présent dans le dernier tiers du film, où on pense vraiment que le personnage d'Arthur Fleck est en évolution, il connaît des périodes, on va dire, de lumière, mais en fait non, on montre bien que c'est un personnage qui sera isolé jusqu'au bout et qui aura des problèmes jusqu'au bout. On a donc en fait affaire à un film qui est profondément fin, qui est profondément subtil, qui vous prendra sans cesse vraiment à contre-pied, parce qu'il utilise notamment un développement de la photographie qui est vraiment aux antipodes de Marvel ou de Suicide Squad, pour asseoir vraiment un sentiment de rupture totale avec ces films de ces différents univers en fait. C'est une production qui ne veut pas se coller au carcan, on va dire, de réalisation déjà fait par Marvel et par DC, le DC Studio. Après, au niveau de la direction de la photographie, on a Laurence Sher, qui n'est pas pourtant une directeur photo qui possède une empreinte vraiment mémorable, c'est-à-dire c'est un directeur photo qui a travaillé sur Very Bad Trip, qui a travaillé sur The Dictator. Ça montre ici vraiment une chose qui est toute simple, c'est qu'à partir du moment où tu laisses n'importe quel auteur et n'importe quelle direction artistique imposer sa propre vision sur un long métrage, tu auras forcément quelque chose de parfait. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera 100% parfait, mais au moins tu auras vraiment quelque chose qui est personnel, comparé aux essais d'empreinte d'auteur dans les films de Marvel Studios, qui sont bouffés et rongés par les envies des studios. Fait qui est extrêmement intelligent dans la réalisation, Todd Phillips utilise particulièrement bien le plan d'ensemble pour y inscrire le personnage de Fleck, c'est-à-dire à plusieurs moments, que ce soit au début, notamment dans un plan d'ensemble au niveau de la rue, où Arthur Fleck, déguisé en clown, court après des petits voleurs qui ont volé sa pancarte, ou alors sur un plan d'ensemble, au niveau d'Arthur Fleck, qui suit en fait une fille qui l'aime, près de la banque de Gotham, où justement tu as ce personnage qui est perdu dans le cadre, et ça t'accentue encore bien ce sentiment d'isolement que peut vivre ce personnage, et voilà, c'est rempli vraiment de subtilité au niveau de la réalisation. En plus, le resserrement du format du film est clairement dans l'optique de cadrer Fleck et uniquement lui. On est dans une espèce de tragédie grecque aux tendances crépusculaires, comme le personnage de Fleck est vraiment le point central du film, où on montre vraiment son évolution, son basculement vers le chaos, et on choisit de magnifier en même temps ce dernier. Ce n'est pas totalement une vision à charge contre le Joker, comme pouvait l'être Heath Ledger par exemple. Heath Ledger, c'était vraiment l'incarnation même du chaos, c'était un malfrat, un gangster.
Il était en fait dressé comme un antagoniste purement classique, c'est-à-dire un anti-héros de Batman, un antagoniste par défaut, mais ici, là, il est vraiment dressé comme un personnage malade et torturé qui trouvera vraiment le répit et la reconnaissance de ses pairs via la violence. C'est en cela vraiment que Joaquin Phoenix apparaît comme l'acteur idoine pour ce rôle. Parce que dans les multiples productions d'auteurs où il a pu jouer, que ce soit dernièrement les Frères Sisters, que ce soit Inherent Vice, que ce soit même Her, c'est un acteur qui sait adopter la bonne attitude, le bon mot et le bon geste, le bon regard aussi, à chaque fois au bon moment. C'est quelqu'un qui parvient justement à transcender la réalisation via son jeu d'acteur. C'est quelque chose qu'il a déjà réussi à faire vraiment dans Les Frères Sisters, parce que à partir du moment où le scénario de base, le matériel écrit de base est énorme et dantesque, et solide surtout, Joaquin Phoenix parvient justement à y imposer son style de jeu par-dessus. Et finalement, tu sens qu'il est profondément organique dans son interprétation, parce que dans ses multiples rires qu'il déclenche, tu sens que ça devient presque naturel. Parce qu'il y a même un moment donné où le rire est tellement arraché de l'estomac et arraché de la gorge que tu l'entends rôter pendant qu'il rit. Alors que, contrairement par exemple à l'interprétation de Jared Leto, où là on sent qu'il y avait voilà, une maîtrise justement de ce jeu du fou un petit peu cabotin, et qu'en même temps il y avait une maîtrise justement de ses rires, une maîtrise artistique. Là on n'est pas dans la maîtrise artistique, on est plus haut que cela. C'est-à-dire Joaquin Phoenix, il a emmagasiné ce rire, il vit le personnage, il vit ses rires, et il vit tous ses rictus, tous ses artifices de jeu à fond. Ce qui est bien, c'est qu'on croit vraiment à cette maladie d'esprit du personnage et à cette névrose qu'il a. On le croit là cette fois, on n'est plus dans l'envergure jeu d'un film, on est vraiment au-delà, on est dans le ressenti. Ensuite, la musique de Hildur Guðnadóttir, une musicienne islandaise, elle participe vraiment à cette réussite générale puisqu'on est vraiment dans une musique avec une empreinte d'auteur. Et on est hors de toute surenchère, l'objectif c'est de parvenir simplement à concevoir un tout qui est cohérent en lien avec le développement psychologique du personnage. Donc au moment de tension, on a vraiment une accentuation de la musique, notamment le premier plan sur le regard d'Arthur Fleck qui, tu sens qu'il bout, t'as une musique qui accompagne derrière, qui permet justement d'asseoir cette réflexion du personnage comme un personnage qui va lentement sur le déclin psychologique. Et là où le film marche, c'est qu'il y a un effort particulier sur la symbolique vraiment des décors, chose qui peut être vraiment toute simple à adapter dans la plupart des longs métrages de super-héros. Par exemple, certains lieux, comme l'escalier qui mène vers chez Arthur Fleck, seront particulièrement connotés dans l'évolution psychologique du personnage. Les plans fixes où on voit Arthur en train de monter ou descendre ses escaliers seront particulièrement redondants tout le long du film. Tantôt on le verra abattu, tantôt on le verra en train d'exacerber justement sa puissance et sa manière vraiment de conquérir les autres. C'est ces artifices vraiment tout simples qui montrent qu'une réalisation notable, intelligente et vraiment inédite est à la portée de tous les auteurs de cinéma. Joker, c'est donc cela en fait. C'est de l'intelligence, de la finesse, une tendance à aborder vraiment tout ce qui fait l'essence des carcans classiques des films de super-héros. C'est en dehors de tout ça, c'est plus au-dessus, c'est vraiment film d'auteur. Et ça propose une véritable œuvre cinématographique qui est cohérente et qui est incroyablement riche. Ça restera à mon sens une œuvre qui sera culte dans les prochaines années, puisqu'il répond à une double question qu'on pouvait avoir avant d'aller voir ce long métrage, c'est-à-dire, est-ce que ça fait le lien avec l'univers de Batman? Oui, et de manière subtile, vous allez le voir pendant le film, je ne spoil rien. Et dans un deuxième temps, ça propose une œuvre intimiste avec une vraie patte artistique qui lui est propre. Donc ça en fait vraiment pour moi un must-see de 2019 qui est clairement à aller voir en salle, à essayer aussi de tenter en résolution 4K en fonction des salles qui peuvent vous être proposées vers chez vous. Voilà, écoutez, c'est ce que je peux vous dire sur Joker. Eh bien, prenez soin de vous et à bientôt.